Nouveau forum des lecteurs France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision, un forum intitulé Passions américaines. Nous recevons Victor Laszlo pour son livre My Name is Billie Holiday. Nous recevons également Joël Dicker pour La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et enfin Stéphane Michaka pour le livre intitulé Ciseaux. Ce forum des lecteurs est animé par Hubert Artus. Bonjour et merci de venir assister à cette rencontre. Alors c'est marrant parce que quelques jours à peine après les élections américaines, on va continuer à parler de l'Amérique. L'Amérique est à la fois un rêve, un mythe. On va s'y attaquer avec 3 romans, dont 2 parlent de figures réelles, puisque My Name is Billie Holiday, qui nous a écrit par Victor Laszlo, qui est paru le livre début octobre, s'attache à une courte période, mais à un long combat et à une longue mémoire de la chanteuse Billie Holiday. Ciseaux, qui est le 3e roman de Stéphane Michaka. Stéphane Michaka vient aussi du théâtre. Ça s'attache à la figure de Raymond Carver, ce nouvelliste qui fut connu pour son minimalisme, et les spécialistes savaient que ce minimalisme était aussi dû à des coupes par son éditeur américain de l'époque, et c'est sur la relation entre Raymond Carver et son éditrice et aussi avec d'autres femmes, c'est sur ces relations-là que porte Ciseaux de Stéphane Michaka. Et alors, quelque chose de plus fictionnel a priori, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est votre 2e roman, Joël Dicker, 2e roman paru en 1 an, puisque votre premier roman était paru au mois de janvier, aussi aux éditions de Fallois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une... Pardon ? Oui, mais le premier a mis 3 ans, en fait, à trouver l'éditeur. D'accord. C'est un hasard du calendrier. Alors c'est sur un écrivain et sur 2 écrivains même, dont l'un va se retrouver accusé d'un meurtre que porte l'affaire. Tout est a priori fictionnel, sauf que ça se passe à Aurora, en partie à Aurora, qui est une ville, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au mois de juillet, la fameuse tuerie qu'il y a eu lors de la première du nouveau Batman, c'était dans cette ville-là qu'elle a eu lieu. Donc c'est intéressant que le roman le plus fictionnel que nous avons ici soit dans une ville où il s'est passé un fait divers, et votre roman porte sur un fait divers. Première question à vous 3, puisque le débat s'intitule Passions américaines. Quelle fut votre première expérience de l'Amérique, votre premier voyage, ou alors la première chose qui vous a intéressé sur l'Amérique ? Je vais me Victor lancer. Laszlo. Allez-y, Victor. Non, le premier pas que j'ai fait en sortant du métro à New York, 42e rue, j'avais 18 ans et j'ai levé les yeux et je me suis retrouvée en dessous d'un de ces gratte-ciel qui fait New York. Donc c'est la grandeur et la grandeur du ciel, comme si nous n'étions pas tous sous le même ciel et les Américains auraient un ciel beaucoup plus vaste. Beau territoire. Oui, moi j'avais 4 ans quand je suis allé aux États-Unis pour la première fois, et le souvenir qui me frappe le plus, c'est la voiture. On roule pendant des heures, on part de New York si je ne me trompe pas, on monte dans le Maine, et c'est une route comme ça qui dure à peu près 2 jours, et c'est pour la première fois où je suis confronté à la taille des États-Unis, où on peut rouler comme ça pendant des heures, et ça rejoint un peu ce que vous dites, qui est ce gigantisme au fond qui nous frappe tout d'un coup, où tout a l'air tellement plus grand. Pour moi, c'est un son. Quand j'avais 3 ans, en fait, ma famille est partie à New York, donc je me suis retrouvé à Manhattan, et on habitait très haut dans un immeuble vers le 15e étage. Donc déjà de se retrouver comme ça un peu en altitude au milieu d'une ville, et le souvenir que j'ai, c'est les sirènes de police qui sont incessantes dans la ville, et c'est revenu dans mon premier roman qui se passe à New York, dans la fille de Carnegie. Je parle tout le temps des sirènes, et c'est vraiment un souvenir d'enfance pour moi. Alors, puisque vous avez la parole, on va continuer avec vous. Votre premier roman est un roman noir chez Rivage, La fille du Carnegie, qui se passe donc, qui démarre au théâtre du Carnegie Hall. Celui-ci donc prend la figure de Raymond Carver, sa relation avec son éditeur Gordon Lish, et puis avec sa femme, et puis avec d'autres femmes. C'est un roman ciseaux, c'est un roman pluriel, c'est un roman à plusieurs voix. Alors on commence avec Raymond Carver, ce sera celle qui revient le plus souvent, mais
ça revient le plus souvent parce qu'il parle des autres personnes qui, elles, parlent de lui, donc de son éditeur Gordon Lish, donc de sa femme, donc d'autres femmes, de ses enfants, de l'alcool, de l'écriture, de la dépendance à l'écriture, de ses séjours en hôpital, etc. Et c'est ça qui est sciant parce que, justement, vous n'avez pas écrit uniquement un livre sur Raymond Carver, même si c'est la figure centrale, c'est sur les dédoublements d'un écrivain, en fait, Oui. que porte le livre. Moi, je me suis même projeté et identifié à son parcours, et c'est pour ça que je l'appelle jamais Carver dans le livre. Il s'appelle Raymond. Je dis juste Raymond parce que c'est l'histoire de Monsieur Tout-le-Monde qui veut devenir écrivain. Et il n'est pas encore le mythe qu'il va devenir. Son mythe est même posthume. Il est mort il y a 25 ans. Il était assez jeune. Il avait 50 ans. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un écrivain avant qu'il devienne celui qu'il veut être à tout prix ? Et c'est pas un écrivain à succès, c'est pas quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, c'est juste quelqu'un qui veut faire entendre sa voix. Et la voix des laissés pour compte dans la littérature américaine à ce moment-là, on l'entend pas beaucoup. Et si on va l'entendre, c'est en large partie grâce à lui. Mais moi, ça me parle personnellement, et je pense pour tout écrivain, qu'on soit en France, au Japon. D'ailleurs, lui est traduit dans un grand nombre de pays. Et je suis toujours frappé par le fait qu'on se retrouve dans ce dont il parle, quel que soit le pays d'où l'on vient. Et je pense que si j'avais trouvé un autre auteur, quel que soit son pays, pour me projeter dans une figure d'écrivain, je m'en serais emparé. Mais là, il y avait quelque chose de tellement... des archétypes qui trouvaient un tel écho en moi que j'ai choisi de raconter son histoire. Mais après, en gommant tout ce qui porte vraiment sur les États-Unis, les noms de villes, pour qu'on soit vraiment dans le cœur des personnages, dans l'intime. Quand on s'accroche à un personnage qui fut un personnage réel, en plus vous êtes un écrivain, ça porte sur un autre écrivain, quel est le genre de distance, de respect qu'on installe par rapport à son propre sujet ? Au début, c'est un peu tétanisant, parce que moi, j'ai trouvé cette histoire, comme beaucoup de gens, j'avais entendu parler de l'histoire qui est presque un fait divers éditorial, c'est-à-dire un auteur qui, à un moment, va rencontrer un éditeur qui intervient et qui vampirise son texte, qui coupe ses nouvelles, qui les réécrit, qui change les titres, qui change les noms des personnages. Et moi, j'avais eu une expérience inverse en commençant à écrire mon premier roman. J'ai eu un éditeur qui m'a vraiment accompagné de façon magnifique. Donc, ciseaux n'était pas du tout une façon pour moi de dire c'est terrible d'avoir un éditeur qui vous coupe, mais je comprenais ce que c'était qu'un éditeur, le rôle d'un éditeur et son savoir-faire. Et j'avais envie de raconter pas seulement ce que fait un écrivain, mais aussi quel est le savoir-faire d'un éditeur. Donc, pour moi, c'est tout autant le travail de l'écrivain, de l'écriture et son entourage et sa famille que le travail d'un éditeur. Et je pense qu'en chemin, j'ai presque oublié que c'était Carver. Pour moi, ça devenait Raymond et je me projetais tellement dans cette vie que j'avais l'impression de parler de moi et que c'est une confession voilée en fait. Même question pour vous, Victor Laszlo, parce que il y a deux personnages principaux, enfin même trois quand même. Il y a une fille, son père, et on va se rendre compte que le père, la fille et le père vivent à Londres. Le père a connu Billie Holiday lors d'un de ses passages, l'un de ses concerts à Londres dans les années 50. Il y en a eu deux des passages à Londres dans la vie de Billie Holiday. Mais la figure fantomatique, vampirique un peu du livre, c'est Billie Holiday. C'est la femme que fut Billie Holiday, qui est aussi une personne, qui a existé. Alors quand on s'accroche à une personne qui en plus est une telle figure, quel est le genre de distance que l'on a avec son propre sujet ? Un immense respect. D'ailleurs, c'est une chanteuse. Je suis également une chanteuse. Donc, déjà, l'approche du répertoire, enfin la descente que j'ai faite dans le répertoire, je suis arrivée à l'écriture de ce roman par le répertoire musical de Billie Holiday. Donc, c'est vraiment un univers qui est très, très proche d'elle. Il n'y a pas une chanson que chante Billie Holiday qui ne parle pas d'elle. Et moi, avant d'oser m'attaquer à son répertoire, j'avais envie de rétablir un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments sur la vie de Billie Holiday qui a été une tragédie, qui a été dramatique. J'avais envie de lui inventer un homme, dont vous avez parlé tout à l'heure, qu'il ait vraiment aimé. Et c'est vraiment la raison de ce roman. Donner un éclairage avec un petit peu d'espoir sur une vie qui a été lumineuse parce qu'elle a atteint quand même un succès phénoménal, mais une descente aux enfers qui lui a coûté sa vie. Voilà, je voulais apporter cet éclairage, cet espoir et
ce nouvel éclairage sur une possibilité d'amour? Alors, une chanteuse qui a écrit entre autres sur une autre chanteuse, un écrivain qui a écrit entre autres, j'appuie sur les entre autres, sur un autre écrivain. Avec Joël Dicker, nous avons un écrivain qui a écrit sur, non pas un, mais deux écrivains, puisque le premier personnage avec qui on rentre dans la vérité sur l'affaire Harry Kéber est un jeune écrivain new-yorkais qui a le syndrome de la page blanche. Sauf que il a signé pour un gros roman, il a signé un gros contrat et il doit le rendre un mois après le début du livre de Joël Dicker. Il n'a pas l'ombre d'une idée de son sujet, il n'a pas l'ombre d'une première phrase, même pas une phrase qu'il aurait rayée, rien. Et un beau jour, son maître à penser, qui est un écrivain qui fut son professeur d'université, se trouve mêlé à un fait divers, puisqu'on retrouve dans le jardin de cet ancien prof, vers la maison, le corps d'une femme tuée des années auparavant, en 1975. Le roman se passe en 2008, pendant d'autres élections américaines. Et au début, notre jeune écrivain va uniquement essayer de dédouaner sa figure tutélaire de ce possible crime. Sauf que l'écrivain en question, le maître à penser, a écrit un roman qui s'appelle L'obsession du mal. Les origines du mal. Pardon, les origines du mal. Et que on découvre des faits concordants qui pourraient vraiment laisser à penser que cet écrivain est coupable. D'ailleurs, il est mis en prison dans l'attente de son procès. Et du coup, évidemment, ça va devenir le sujet du livre au fur et à mesure de notre jeune écrivain. Alors on est à la fois chez Truman Capote, on est à la fois dans le livre à suspense, on est à la fois dans Nabokov, parce qu'il y a aussi la relation entre un écrivain qui a été mûr et qui a une relation avec une très jeune fille morte en 1975. On est un peu chez Philippe Roth dans les poupées gigognes et dans les écrivains qui écrivent sur d'autres écrivains et sur leurs obsessions. Et puis on est sur la figure centrale du mal, puisque l'affaire centrale va nous emmener dans des directions évidemment bien différentes de celles que l'on imagine. Il faut évidemment aller jusqu'à la fin parce qu'il y a deux virages qui font qu'on est vraiment scotché. Vous, votre obsession du mal, elle est où? Elle est dans l'obsession. Parce que là, pour du écrire bien un livre aussi. pareil... Oui, mais c'est pas une obsession du mal, c'est une obsession du bien peut-être, ou c'est une obsession de... c'est la quête de soi sans savoir très bien ce qu'on cherche en soi. Un écrivain qui écrit parce qu'il doit écrire et non pas parce qu'il a envie d'écrire. C'est toute la question. Ce livre commence au fond quand quelqu'un écrit un livre. Marcus écrit un livre parce qu'il doit écrire un livre, parce qu'il a signé un contrat qui dit « je dois rendre mon livre dans un mois ». Et c'est toute la question de savoir pourquoi on fait les choses. Quel sens ont les choses. Et puis ensuite, quel sens à la vie pour lui, pour Harry Kéber, pour les autres. Et donc c'est pas tellement une recherche du mal, c'est un peu la question qu'on se pose de savoir mais d'où peut venir ce mal qui parfois nous frappe. Est-ce qu'au fond il vient pas de nous-mêmes? Et voilà, le livre, c'est difficile d'en parler sans révéler trop de l'intrigue, mais c'est un livre qui est sur un écrivain, qui lui-même raconte un écrivain. Et c'est un livre sur le livre sur le livre, et il y a une mise en abîme des éléments, mais il y a aussi au fond une mise en abîme des gens, parce que chacun vit la vie, ou vit une vie, ou vit un élément de la vie, parce qu'il y a le fait divers se passe en 75 et on vit cette action en 2008, et au fond chacun revit ce qui s'est passé en 75 à travers les yeux d'un autre. Et donc on est toujours au fond à travers les yeux de l'autre, et on se pose la question de savoir à la fin, mais est-ce qu'il ne faudrait pas simplement vivre la vie à travers ses propres yeux? Vous vivez à Genève, je crois. Oui. Vous êtes en Suisse. A priori, vous auriez aussi bien pu prendre le même genre d'histoire, le même genre de canevas, mais sur un autre pays que les USA. Pourquoi les USA? Et parce que je connais bien les États-Unis. Le seul autre pays que j'aurais probablement pu utiliser comme toile de fond, ça aurait été la Suisse. Mais j'avais envie de prendre une distance avec ce livre. J'avais envie d'écrire un livre qui soit le travail de l'écriture, écrire un roman avec une histoire et pas forcément écrire la petite vie de Joël Dicker à Genève, les cafés où je vais, ci et ça. Et je pense que j'ai eu un besoin de recul pour lequel j'ai eu besoin de placer mon action assez loin. Et je l'ai placé aux États-Unis presque instinctivement parce que c'est une région que je connais très bien. Je suis aux États-Unis à peu près un mois par année depuis que j'ai l'âge de 3 ou 4 ans, depuis 4 ans. Donc ça fait maintenant 24 ans bientôt que je suis un mois par année dans le Maine.
Et je connais bien cet endroit. Et c'est un endroit dont j'ai l'impression de connaître suffisamment bien et les gens, et les atmosphères, et les mentalités pour me dire, ben voilà, je peux le rendre, je peux utiliser tout ça comme décor et placer l'action de mon roman ici. Vous aussi, Victor Laszlo, vous avez pris un décalage un petit peu original, puisque Billie Holiday, certes, est passée 2 fois dans sa carrière à Londres. Elle a évidemment été dans d'autres pays, mais la plupart de ses récitals, la plupart de ses affaires de drogue, d'alcool, de mariage, de divorce ont lieu par définition aux USA, puisqu'elle est américaine. Et vous, cette histoire se situe à Londres. Alors, elle se situe à Londres parce que Sarah Remington, qui est la fille qu'on découvre au début du roman, est la fille du... Alors, je crois qu'il était soldat ou colonel, je ne sais plus. Oui, son père est militaire. Militaire de l'armée de Sa Majesté. Donc, c'est Monsieur Remington. Et Monsieur Remington a rencontré donc Billie Holiday juste après une conférence de presse. Il a été scotché par elle, il l'a suivi, et vous écrivez qu'il en a même oublié de retourner à la caserne. Et il y a peut-être eu une histoire entre eux, parce que la Sarah Remington retrouve des années après une photo d'une petite Eleonora qu'elle ne connaissait pas. Comme par hasard, Eleonora est le vrai prénom de Billie Holiday. Mais pourquoi Londres ? Alors déjà par rapport à New York, parce que, pardon de faire ce détour, je pense que New York les États-Unis sont une destination mythique et déjà c'est un lieu de l'imaginaire qui est très propice à toutes sortes d'histoires. Et moi également, j'ai voulu mettre une distance entre justement pour pas qu'on me demande mais c'est votre histoire, parce que je chante et parce que j'aurais pu aussi avoir envie ou glisser dans une destinée tragique comme Billie Holiday, hein, ça nous pend au nez à tous les artistes. J'ai voulu mettre ça de l'autre côté du channel parce que je pense qu'à Londres, dans les années 50, il régnait une atmosphère de liberté dans laquelle tous les Noirs américains qui, chez eux, étaient victimes de la ségrégation ne retrouvaient pas. Donc, ils arrivaient en Angleterre, ils y restaient bien souvent. Il y avait des clubs de jazz formidables. Et tous ces gens, quelle que soit leur couleur, se retrouvaient dans cet univers de liberté où on ne leur posait pas la question de leur couleur, où ils étaient acceptés dans les hôtels, où ils entraient dans n'importe quel restaurant sans qu'on leur ferme la porte. Donc voilà, c'était pour situer l'histoire en face d'un pays ségrégationniste, dans un pays où la liberté commençait à vraiment donner ses fruits. Stéphane Michaka, vous aussi, il y a de la distance. La distance, elle est provoquée par vos propres ciseaux, puisque le scénario de votre roman est écrit par différents figures qui interviennent. Est-ce que ça a été aussi pour vous une saine distance par rapport à votre Raymond ? Oui, c'était assez difficile de parler de cette histoire qui est arrivée. Hein. C'est un fait divers réel où tout simplement un auteur qui est un inconnu total va voir son œuvre dénaturée par son éditeur. Alors moi j'ai fait un petit travail d'enquête avant d'écrire le roman. Je suis parti à New York et j'ai rencontré 5 éditeurs qui connaissaient Carver et Leach, qui avaient soit travaillé avec eux, soit qui étaient bien au courant de l'histoire, et j'ai voulu qu'ils me racontent chacun leur version de cette histoire. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'ils avaient tous des versions très différentes. J'ai rencontré un éditeur qui m'a dit Gordon Leach, ce qu'il a fait sur les nouvelles de Carver, c'est fantastique. C'est un éditeur de génie. Et j'ai rencontré une éditrice qui m'a dit c'est terrible, je connais aucun autre éditeur qui s'est permis de massacrer l'œuvre de son auteur à ce point-là. Donc quand je suis revenu à Paris pour écrire, je me suis dit mais c'est pas possible de raconter l'histoire d'un seul point de vue. Et c'est devenu, Ciseaux est devenu ce roman, je dis pas choral, parce que choral, ça fait penser que tout le monde chante à l'unisson, alors que là, il y a plein de couacs, mais il y a 4 discours différents, 4 versions différentes de l'histoire. Chacun apporte sa vision de ce qui s'est passé, et moi, j'aimerais que ce soit le lecteur qui se raconte. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe quand on lit Ciseaux, c'est que moi, je prends pas parti, je donne un peu les éléments du dossier, mais c'est le lecteur qui va prendre parti pour tel ou tel personnage. Donc j'ai pas écrit un roman à la 3e personne. Chaque fois qu'un personnage dans Ciseaux entre en scène, il dit « je ». Qu'est-ce que, selon vous trois, vos Raymond
les deux écrivains qui sont les vôtres, Billie Holiday, ont de typiquement américain, selon l'idée que vous vous faites de vos passions américaines? Mais je crois qu'ils n'ont justement ni plus ni moins. Ils n'ont rien de plus ni rien de moins que les Américains. Et ce serait justement, je pense que si on pouvait vous dire ils sont américains parce que ci ou parce que ça, alors peut-être qu'on a raté quelque chose dans notre livre, parce qu'on serait allé chercher des clichés absolus des Américains. Et je crois que l'approche, et il me semble que c'est la vôtre aussi dans votre livre, est une approche qui est une approche de l'intérieur, qui fait justement pas appel aux clichés des personnages, puisque ces personnages font partie d'un univers que nous connaissons bien. Et c'est pour ça que c'est une question à laquelle il me semble très difficile de répondre. Ils ont une mentalité qui est américaine, et la mentalité américaine est évidemment différente de la mentalité européenne, parce que ils ont une façon de penser qui ne correspond pas du tout à la nôtre. Ils ont une façon d'aborder les choses qui sont très, très, très différentes. Mais de là à dire ce trait-là fait que ce sont des Américains, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas, et heureusement qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, parce que ça me fait penser, qu'est-ce qu'il a de très américain Raymond, encore une fois, je ne dis pas Carver, ça me fait penser à ce que disait Victor Laszlo. C'est-à-dire, je pense que si on va situer nos histoires là-bas, c'est parce que tout de suite, elles prennent des proportions mythologiques, elles font écho à l'imaginaire. Et moi, je n'ai pas besoin de dire, il est dans l'État de l'Oregon, dans l'ouest des États-Unis, et l'éditeur est à New York. Même si ça part de là, on le sent. C'est ce qu'il y a peut-être d'américain dans Ciseaux, mais qui est emblématique de toute vie dans d'autres pays, c'est qu'il y a un type qui est dans un trou perdu et il veut écrire et il a besoin d'une rencontre avec quelqu'un qui détient un pouvoir, le pouvoir de publier, de faire connaître, de défendre son œuvre. Et il va le trouver sur la côte Est. Et je dis à aucun moment, je dis côte Ouest, côte Est, mais c'est vraiment ça, c'est la rencontre de deux côtes opposées. Et aussi, c'est presque, il y a une part, c'est presque une lutte des classes dans Ciseaux, parce que au début, je voulais même l'appeler le livre, col blanc, col bleu, parce qu'il y avait col bleu, c'est l'écrivain qui vient d'un milieu ouvrier, et son éditeur qui, lui, cisaille les textes depuis un gratte-ciel entouré de vitres qui surplombent la ville. Lui, c'est le col blanc. Et cette projection mythologique, je l'ai trouvée vraiment le mieux exprimée, jusqu'à l'absurde presque, parce qu'il y a quelque chose de très ironique dans quelqu'un qui écrit des nouvelles et qui les voit encore plus réduites, parce que des nouvelles, c'est quand même déjà court. Et c'est là que se passe cette histoire. Mais j'avais plus besoin de dire Manhattan, Yakima, cette ville d'où vient Carver dans l'Oregon. Il suffit juste de faire sentir qu'ils sont que l'un est dans un no man's land et que l'autre est dans une métropole, et ça nous parle à tous. Billie Holiday, c'est un personnage qu'on dirait all-American. C'est vraiment quelqu'un qui, et surtout à l'époque, comme elle fait partie de la communauté noire, donc c'est déjà une éducation et une vie très différente de celle de la communauté blanche dans les années 30-40. Et peut-être une chose qui la distinguerait des personnages, des Européens, on va dire, de cette époque, c'est cette capacité à l'émerveillement. Parce qu'elle est née dans un tel marasme d'horreur, dans une telle horreur, qu'en traversant cet océan qui nous sépare, elle découvre avec une capacité d'émerveillement toute américaine, cette liberté qu'on trouve chez nous. C'est très beau, ça me rappelle, il y a une petite histoire, un article que Françoise Sagan, toute jeune, a écrit. Elle venait d'écrire Bonjour Tristesse, et elle a fait un voyage aux États-Unis, et elle a été écouter Billie Holiday dans un petit club. Oui, j'ai lu cette nouvelle. Oui. Il y a aussi son émerveillement à elle, la jeune européenne, la jeune française qui va découvrir ce mythe américain. Et c'est très beau cette rencontre. Et qui la reverra à Paris quelques années plus tard, qui ne reconnaîtra pas sa voix. C'est ça qui est triste. Hein. Ouais. Non, l'émerveillement, c'est pas une qualité américaine. Mais disons que moi, c'est pour ça que j'ai vraiment choisi d'opposer États-Unis sans les nommer, sans jamais situer géographiquement l'origine, mais États-Unis, Antilles aussi, les Antilles avec l'esclavage et la colonisation, et l'Angleterre. Parce que l'Angleterre a été vraiment la première terre de cette Rainbow Nation, la nation arc-en-ciel, on va dire, qui a vu naître cette mixité que l'on trouve encore aujourd'hui dans les grandes villes à Londres, en Angleterre, pardon.
Autre point commun évidemment entre les 3 romans et la manière dont ils sont ficelés, c'est que ce sont aussi dans les 3 cas des romans sur les origines et sur l'identité d'un écrivain par rapport à son modèle, et donc qui il est vraiment, est-ce que mes fictions sont originales, me sont personnelles, ou est-ce que je suis guidé. Là évidemment il y a Sarah Remington dont le père militaire a rencontré Billie Holiday, et Billie Holiday symbolisait aussi le combat, enfin du moins l'idée d'une part que tout ce qui touche une femme touche les femmes, contre l'esclavage, contre le racisme, parce que c'était vraiment l'époque de l'Amérique où il y avait encore la ségrégation. Et puis le militaire Remington, lui, il avait un père c'est un enfant involontaire pratiquement. Il n'a pas connu son père. Et pour ce qui est de Raymond, c'est comme de Raymond, pas Raymond Carver, votre Raymond, c'est comment ce qui va ou pas arriver à s'accrocher aux femmes. Alors il y en a qui l'aiment, il y en a qui détestent. Il y a une femme, une amante, un éditeur, et puis après il y a les enfants, etc. Et donc là aussi c'est à quoi je me raccroche, et donc à quoi mes écrits se raccrochent. Et donc les 3 livres portent ça en eux. Et est-ce que c'est une thématique, celle-là, celle de la véritable identité des créateurs, parce que les créateurs c'est toujours un peu ambigu, c'est soit ils sont doubles, c'est je vais être un autre, etc. Sur la véritable identité d'un créateur, est-ce que c'est des thèmes qui vous sont très chers à vous, créateurs? L'identité, tout simplement, l'identité, c'est une quête de toujours. Et Billie Holiday, pour mon personnage masculin, pour le père, est un révélateur de son identité. Je me sers d'elle, qui a une conscience, bien entendu, accrue de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, à cause de la ségrégation, encore une fois. Et c'est la rencontre avec Billie Holiday qui révélera à mon personnage masculin son identité, sur laquelle il ne s'était jamais posé de questions. Alors que lui également est un enfant de la colonisation, est un fils de colons blancs qui a usé de son pouvoir pour séduire une jeune femme qui travaillait à son service, qui était sa mère. Et donc ce fils va vouloir réparer, va avoir une certaine conscience du mal qui a été fait à sa mère, mais pas de son origine et de son identité. Donc là, oui, ce sont mes thèmes chers, parce que c'est une quête. Je ne sais pas si je mourrai un jour en ayant compris ce que signifient les bagages dont nous sommes chargés à travers les générations, mais c'est une quête longue et périlleuse. Oui, mais c'est vrai, je crois que la quête de l'identité amène aussi à la création. Et je pense que la question vient presque plutôt de l'inverse, parce que la création est aussi inspirée par des sources, mais ces sources, on va les rechercher parce qu'on est nous-mêmes en quête d'une identité. Ça peut être quelque chose de très simple. Chercher une musique qu'on aime, un peintre qu'on aime, un écrivain qu'on aime, fait déjà partie de la quête de l'identité, la quête du soi, essayer de se construire un soi. Et cette peinture, cette musique, cette écriture va nous inspirer des choses qui vont nous permettre la création après. Et il y a vraiment un passage de l'un à l'autre qui est au fond, il y a une frontière entre les deux qui est assez fine, entre sa propre identité, sa création. Et la preuve, on reproche parfois au roman d'être justement trop proche de soi-même, trop proche de sa recherche de soi, d'exprimer parfois peut-être trop ses tracas, ses propres tourments qui, eux, naissent de la quête de soi. Et on est là dans quelque chose qui est très similaire. Mais c'est vrai qu'il y a un mythe du créateur dont on n'arrive pas à se débarrasser, et je crois qu'on s'en débarrassera jamais. C'est un mythe romantique que le créateur est quelqu'un qui, dans la solitude, construit son œuvre envers et contre tout. Et c'est fascinant de voir qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est une expérience assez commune dans la vie de cet homme qui s'est construit par son entourage. Peut-être plus qu'aucun autre auteur, il a eu besoin de ses compagnes, de cet éditeur, parce qu'il n'a pas fait que massacrer ses nouvelles, il l'a aussi fait connaître. Et de pouvoir raconter la vie d'un homme qui ne doit pas tout à lui-même, donc à l'encontre aussi du mythe américain du self-made man, pour moi c'était important, c'est une vérité que j'avais envie de dire. Quand on lit des biographies ou des notices sur la vie de Carver, on lit il devait faire 1000 petits boulots pour nourrir sa famille, pour subvenir aux besoins de sa famille, mais pas du tout, c'était sa femme qui subvenait aux besoins de sa famille, c'était Marianne.
Moi, j'ai rencontré Marianne en cours d'écriture. Je veux dire, je l'ai rencontrée dans mon imaginaire, mais aussi comme personnage. J'ai lu une biographie qu'elle a écrite, où en fait, on se rend compte que Carver ne serait jamais devenu l'écrivain mythique qu'il est aujourd'hui sans elle. Et la façon dont elle l'a accompagné dans sa solitude, c'est absolument exceptionnel. C'est un dévouement qui est bouleversant. Et Ciseaux est devenu aussi son roman, cette histoire d'amour et de dévotion, et un vrai sacrifice qui est un peu à l'image de ce qu'a fait Billie Holiday dans sa vie amoureuse. Eh bien, c'est sur ce mot, amoureuse, qu'on va devoir conclure cette table ronde. C'est des séances d'une demi-heure. Et j'espère que ça vous a donné envie, au cas impardonnable où vous ne l'auriez pas encore fait, de lire les 3 romans dont on a parlé. My Name is Billie Holiday de Victor Laszlo. Je me permets de dire que c'est votre pseudo qui est lui aussi américain, puisque c'est inspiré d'un des personnages du film Casablanca. Donc on est en plein dans le thème là aussi. Donc chez Albin Michel. La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker est sortie aux éditions De Fallois. Et Ciseaux de Stéphane Wichaka est sorti aux éditions Fayard. Vous pouvez retrouver les 3 auteurs dans la foulée. J'imagine que vous allez tous les 3 dédicacer dès maintenant. Donc vous pouvez les retrouver et je vous y invite. Merci. Retrouvez cette émission sur le site www.corestelevision.fr.